Ok, salut tout le monde. On va faire une vidéo sur les tokenomics. On va voir pourquoi est-ce que c'est super important de prendre en compte les tokenomics, la tokenomics quand on souhaite investir dans un token. On va regarder un petit peu d'ailleurs qu'est-ce que c'est finalement la tokenomics. Je pense que je ferai une autre vidéo euh, pour vraiment passer en détail, passer en revue un token, enfin un protocole spécifique. Là, cette vidéo, c'est plutôt en fait, on va dire une introduction et de se faire quand même des bonnes bases en tokenomics et aussi de partager ma propre vision de cet aspect de cet aspect crucial finalement de l'investissement. Donc, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est la tokenomics? Petite définition, la tokenomics désigne l'ensemble des règles qui régissent l'offre, la demande, la distribution et l'utilité d'un token au sein d'un écosystème ou d'une application, d'un protocole. Euh, L'objectif en fait, de la tokenomics, ou plutôt qu'est-ce que c'est finalement, quels sont les facteurs qui font une bonne tokenomics? Eh bien, c'est finalement une architecture qui rend le token intéressant à acheter et surtout intéressant à hold, d'accord? Parce que évidemment que si on a une tokenomics qui est défectueuse, il n'y aura strictement aucune raison de voir les acteurs se saisir du token et donc ça va limiter effectivement la croissance du protocole parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas sur le marché crypto, on va dire que c'est assez compliqué de gagner en adoption si derrière, d'avoir en fait une adoption pour le produit, si le token associé au produit sous-performe. Donc c'est quand même important d'un point de vue projet, d'un point de vue team, de venir avec un tokenomics, avec une tokenomics assez solide, assez robuste, parce qu'un token croissant, un token qui performe bien, ça peut aussi justement générer de l'attraction pour le produit. D'accord? Donc c'est au-delà même de l'aspect purement financier, il y a aussi une dimension, on va dire, marketing et acquisition qui est très très forte avec le tokenomics. Personnellement, j'identifie quatre piliers. C'est bon, c'est une vision assez personnelle. On pourrait imaginer d'autres piliers, on pourrait imaginer d'autres aspects, mais voilà, pour venir avec quelques exemples, pour illustrer un peu tout ça, j'ai identifié, on va dire, quatre piliers qui, qui font la tokenomics. Premier pilier, c'est l'offre, la gestion de l'offre, la gestion du supply. Ça veut dire comprendre la quantité de tokens qu'il y a en circulation à l'instant T et aussi qu'il y aura en circulation dans le futur. Si par exemple c'est un token qui a une cap maximum, c'est-à-dire une offre qui est avec une offre maximum, donc il peut y avoir un certain nombre de tokens en circulation maximum. Par exemple, dans le cas de Bitcoin, on a au maximum 21 millions de BTC. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on a une hard cap ou est-ce qu'au contraire, on a une soft cap? D'accord. euh, Généralement, c'est vrai qu'on va préférer les tokens qui ont un supply limité, euh, mais, mais paradoxalement, il y a beaucoup de tokens en fait, qui n'ont pas de supply limité et qui ont en fait plutôt une offre illimitée, puisque généralement, quand c'est des réseaux proof of stake, il faut une inflation annuelle pour rémunérer les validateurs. Alors, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. C'est jamais quelque chose qui est très problématique en soi parce que via la gouvernance, on peut toujours imaginer dans le futur rémunérer les validateurs avec l'activité du réseau. Donc, vous savez, les, les, les frais que vous payez quand vous effectuez une transaction, eh bien, si un jour dans le futur on a une adoption de masse, par exemple sur Ethereum, sur Solana et compagnie, eh bien, on pourrait très bien imaginer rémunérer les validateurs avec les frais de réseau et donc ne pas avoir besoin d'émettre de nouveaux sols ou de nouveaux ETH pour rémunérer, pour payer les validateurs. Donc, le premier pilier, c'est la gestion de l'offre. Je me retrouve face à une tokenomics, je veux tout de suite voir, ok, il y a combien de tokens en circulation à l'instant T, et surtout, c'est quoi le max supply? Est-ce qu'il y en a un, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et c'est quoi finalement la FDV aussi, hein, donc, enfin, ça permet de savoir en fait l'offre totale, ça permet aussi de calculer la FDV, donc la fully diluted value, la valorisation théorique si tous les tokens étaient mis en circulation. Deuxième pilier, c'est la distribution, la répartition du token. Euh, Comment est-ce que finalement le token a été distribué par le passé et sera distribué dans le futur. Donc généralement, vous allez avoir une allocation pour la communauté, une allocation pour la team, une allocation pour les VC et une allocation par exemple pour la trésorerie. Bon voilà, il y a différentes typologies. Des fois, vous avez communauté et trésorerie euh, qui sont réunies au sein d'une même allocation. Ça dépend, mais voilà, le concept, c'est un peu ça. Euh, Personnellement, ce que j'aime pas voir, c'est quand vous avez une allocation trop importante pour la team et pour les VC. Parce que là, par exemple, dans cet exemple, hein, qui est donc un exemple que j'ai généré artificiellement avec l'IA, euh, c'est un exemple théorique, mais là, vous voyez, par exemple, je vois équipe fondatrice 25%, je vois VC 20%. Là, pour moi, ce serait un red flag. Parce qu'on aurait en fait finalement 45%, donc près de 50% du supply qui serait finalement détenu par des insiders. Donc à la fois que ce soit les early investors comme les VC ou alors la team, les développeurs, etc., qui ont bâti le projet. C'est vrai que si vous avez comme ça une allocation avec 45%
avec 45% du supply, ça peut être un red flag, d'accord? C'est quelque chose qui est assez élevé. Moi perso, je préfère voir là, voilà, 30% maximum. Donc on aurait par exemple, je sais pas, 15% pour la team et 15% pour les VC. Voilà, ce serait déjà un peu plus raisonnable. Euh, Ensuite, on a le troisième pilier, c'est l'utilité. À quoi sert le token? Alors, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu délicat, c'est un peu complexe parce que il faut bien dire les choses. La plupart des tokens ne servent à rien. Il y a beaucoup en fait finalement d'applications et de protocoles qui pourraient fonctionner sans token. Donc je sais pas si on pense par exemple à PumpFun, qui est donc à l'heure actuelle l'application qui génère le plus de revenus journaliers. En réalité, vous n'avez pas besoin du token pump pour créer et trader des mêmes coins sur PumpFun. Ok. Donc, en fait, le problème de l'utilité, c'est que ça force finalement les projets à tenter de cocher les cases, à tenter de bâtir de l'utilité autour d'un token. Et souvent, le piège, en fait, c'est que vous avez beaucoup d'utilités gimmick, en fait. Hein, techniquement, vous avez des features, vous avez de l'utility, mais derrière, en fait, ça se traduit pas forcément par quelque chose de tangible. L'un des très gros problèmes, par exemple, c'est la gouvernance. Donc, généralement, plus vous avez des tokens, votre vote aura du poids quand il s'agira de voter sur des proposals via la gouvernance. Le problème de ça, c'est que très souvent, en fait, la gouvernance n'est pas très efficace. Elle est de toute façon très manipulée parce qu'évidemment, si on revient sur l'exemple au-dessus, qui possède la majorité des tokens? Eh bien, généralement, c'est la team fondateur, c'est les founders, c'est les fondateurs et les VC. Donc, dans tous les cas, eux, quand ils veulent faire passer des propositions via la gouvernance, eh bien, ils peuvent le faire parce que c'est eux qui détiennent le plus de tokens, le plus de jetons. Et donc, vous, dans le cas présent, même si vous détenez quelques tokens, eh bien, finalement, ils n'ont pas vraiment tant d'utilité que ça via la gouvernance. C'est la même chose avec le stacking. Alors, par exemple, quand vous avez un proof of stake, le stacking permet de sécuriser le réseau, hein, puisque vous allez stacker auprès des validateurs. Donc techniquement, vous contribuez à la sécurité du réseau. Le problème, c'est que c'est finalement une utilité qui est là par défaut, qui existe pour toutes les blockchains proof of stake. Et donc, il n'y a finalement pas vraiment de premium euh, dans cette utilité-là. Parce que si tout le monde l'a fait, eh bien, c'est comme si finalement, elle n'avait pas tant de valeur que ça. Donc faites très attention. Vous verrez très souvent des projets qui vont justifier l'utilité de leur token via la gouvernance et via le stacking ou le paiement des frais de réseau. Parce que si vous êtes sur la blockchain Solana, vous allez avoir besoin du token Sol, du SOL. Sur la blockchain Ethereum, vous allez avoir besoin de l'ETH pour payer les frais de transaction. Pour moi, ça, c'est l'utilité bullshit. Donc faites très attention à ça. Ce que j'aime bien voir en termes d'utilité, c'est quand vous avez par exemple du buyback avec les revenus ou avec l'activité de réseau, on va essayer en fait d'appliquer une pression acheteuse sur le token via donc du revenu ou de l'activité. Voilà, ça c'est une utilité que j'aime bien voir. L'utilité, c'est un pilier qui est important parce qu'en fait, ça va définir l'optique. Ok, ça va définir finalement le prisme par lequel le marché va percevoir. Donc, si par exemple vous avez du très très gros buyback qui produit une pression acheteuse qui est forte, comme dans le cas d'Hyperliquide, eh bien vous savez que ça peut être un narratif bullish qui va circuler sur les réseaux, qui va circuler dans les médias, et donc ça peut créer comme ça un prisme favorable. Mais en soi, on peut toujours discuter. On peut toujours discuter sur la pertinence des buybacks. On peut toujours se poser la question finalement, est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps d'utiliser les revenus euh, pour multiplier la croissance du protocole plutôt que finalement que de perdre cette trésorerie pour simplement acheter du token. D'accord. Donc ça, c'est un sujet qui est un peu complexe, ça dépasse un petit peu le cadre de la tokenomics, mais quand même garder ça à l'esprit, c'est un pilier qui est très important, mais c'est aussi très difficile finalement d'avoir de l'utilité avec un premium, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas non plus beaucoup d'opportunités en termes d'utilité, et donc finalement tous les tokens ont la même utilité, donc finalement ils n'ont pas tant de premium que ça. Hein. Mais voilà, moi personnellement, j'aime bien avoir du buyback. J'aime bien avoir du buyback, peut-être seulement du burn, même si c'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'est l'idée. Et enfin, le quatrième point important euh, le quatrième pilier au niveau de la tokenomics, c'est la valorisation et généralement les métriques un peu, les métriques de marché, les métriques de trading, notamment donc market cap, FDV, euh, le prix de revient des investisseurs. Si par exemple les chiffres sont publics et donc vous savez que les investisseurs sont déjà en x10 ou en x20 à l'instant T, si vous savez qu'il va y avoir des unlocks, donc des déblocages de tokens pour les VC, donc généralement ça se produit tous les mois. C'est vrai que je n'en ai pas parlé dans le pilier 1, mais ça c'est quelque chose aussi qui est important, c'est que euh, pourquoi est-ce que l'offre
du token en fait évolue au fil du temps parce que vous allez généralement avoir des unlocks, donc des déblocages de tokens par exemple tous les mois pour les VC, pour la team fondatrice. Ok, donc c'est important d'essayer de se dire, ok, si on a les VC ou la team qui est actuellement en x10, parce que par exemple, ils ont investi à une valorisation de 100 millions de dollars et qu'aujourd'hui la valorisation du token, elle est à 1 milliard, donc ils sont en x10, c'est quand même très probable qu'ils se mettent à vendre systématiquement les tokens qu'ils vont recevoir lors des unlocks. D'accord? Donc, c'est un facteur qui est important à prendre en considération. C'est la même chose avec la market cap et la FDV, ça fait partie, on va dire, des tokenomics au sens global. Posez-vous toujours la question, est-ce que le token qui est actuellement valorisé à 5 milliards a beaucoup d'upside ou pas? S'il a une market cap de 5 milliards, mais qu'en plus de ça, il a une FDV de, je sais pas, de 45 milliards, parce qu'il y aurait finalement une circulation du token très faible, on aurait simplement 10% du supply, 10% de l'offre en circulation, peut-être qu'on est sans doute sur un scénario d'un token qui est surévalué, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de tokens qui peuvent justifier des valorisations à 5 milliards avec une FDV derrière à 45 milliards ou à 50 milliards. Donc, c'est typiquement un peu ce genre de raisonnement qu'il faut prendre en considération. Euh, J'aime bien aussi regarder le prix du token au lancement lors du TGA. Donc, si par exemple vous avez un token qui lance euh, à 500 millions de market cap et qui trade 6 mois ou un an après à 5 milliards, eh bien vous pouvez vous dire, ok, bah, les early, ils sont déjà en x10. Est-ce qu'il y a beaucoup d'upside? Euh, S'il n'y a pas eu de prise de bénéfice, s'il n'y a pas eu de phase d'accumulation, c'est pas forcément des zones de prix extrêmement intéressantes. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ce, ce que je voulais mentionner à propos du tokenomics. C'est vrai que là, je me rends compte que ça mériterait peut-être de faire une vidéo en détail. Je crois que je vais faire une vidéo sur Jupiter, sur le méta-agrégateur de Solana. Il a un tokenomics qui est assez intéressant puisqu'il est assez défavorable. Donc ouais, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo où on regarderait davantage en détail un petit peu comment le tokenomics se traduit. J'espère quand même vous avoir donné quelques clés, d'avoir rapidement survolé le sujet. Euh, Intéressez-vous au tokenomics, ça va vous donner quelques clés de compréhension euh, au niveau d'investissement en crypto. Prochaine vidéo, ouais, je vais la faire sur le tokenomics de Jupiter. Ça permettra un peu de mettre en pratique ce qu'on a vu rapidement dans cette introduction. Allez, à la prochaine.